Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, s'il y a bien un mot qui donne des sueurs froides dans le monde de l'éducation, c'est celui de discipline. On a très vite fait de l'associer à la simple punition, aux lignes copiées interminables ou au silence de plomb dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, on va complètement transformer cette vision. On va voir comment la discipline, loin d'être une prison, est en réalité le plus bel outil, le cadre absolument indispensable pour construire l'autonomie d'un enfant et l'aider à grandir. Et pour bien poser les fondations de notre réflexion, écoutez cette phrase très juste du philosophe Olivier Reboul. Il nous dit que le but de l'éducation morale n'est pas de fabriquer des enfants dociles ou bien sages, mais bien de permettre à chacun de devenir responsable. Ça change la donne, non? C'est une nuance absolument capitale. On fait voler en éclats l'idée d'une obéissance aveugle pour la remplacer par l'apprentissage fascinant de la responsabilité personnelle. Alors, pour vraiment saisir ce changement de paradigme, il nous faut redéfinir notre vocabulaire à travers 3 concepts de base. Commençons par la notion de discipline elle-même. Oubliez tout de suite l'image du gendarme prêt à sévir. En fait, la discipline, c'est un formidable outil de maîtrise de soi. Oui, c'est un ensemble de règles communes pour vivre ensemble, mais c'est surtout cette règle de conduite que l'on s'impose à soi-même. C'est notre capacité à canaliser nos propres impulsions pour atteindre un objectif. Et attention, c'est là qu'il ne faut surtout pas confondre la discipline avec la contrainte. La contrainte, ce n'est qu'une pression, physique ou morale, imposée de force depuis l'extérieur. Si un comportement est dicté uniquement par la peur d'une punition, il n'y a aucune évolution pour l'enfant. Il obéit sur le moment, c'est certain, mais il n'apprend absolument rien sur le sens de ses propres actions. À l'exact opposé, nous avons la liberté. Mais on parle ici de liberté au sens strictement pédagogique. Pas question de laisser faire tout et n'importe quoi dans un chaos total. C'est plutôt un espace délibérément aménagé où l'enfant n'est plus sous la dépendance constante de l'adulte. C'est cet espace protégé qui lui permet de faire des choix, de se tromper et de construire petit à petit sa propre autonomie. Maintenant que nos définitions sont claires, regardons un peu comment l'histoire a jonglé avec ces idées à travers 3 grandes conceptions de l'éducation. On commence par l'approche autoritaire. C'est de loin la plus ancienne, et ce vieux proverbe de l'Égypte antique résume parfaitement l'idée, même s'il fait un peu froid dans le dos. La croyance de base était très sombre. L'enfant naîtrait avec des instincts sauvages, presque corrompus, qu'il faudrait impérativement dompter par la souffrance et une soumission totale. Radical, n'est-ce pas? Changement de décor total avec l'approche libertaire. Ici, on renverse complètement la vapeur. On part du principe que la nature de l'enfant est intrinsèquement parfaite et que c'est la société, ce sont les adultes qui viennent tout gâcher avec leurs règles. La solution proposée? Une liberté absolue sans la moindre interférence éducative. Mais quand on met ces 2 extrêmes face à face, on voit bien où le bas blesse. D'un côté, on a un cadre tellement étouffant qu'il brise la personnalité par la force. De l'autre, on a une vision totalement idyllique qui oublie que la vraie vie est remplie de contraintes. Lâcher un enfant sans aucune boussole dans le monde réel, c'est finalement tout aussi handicapant. Ce qui nous amène à la solution idéale, le juste milieu, la discipline constructive, l'autodiscipline. Ce n'est ni la soumission aveugle, ni le chaos. C'est un cadre où les enfants se frottent eux-mêmes aux réalités du monde. Et c'est par cette expérience directe qu'ils vont élaborer, comprendre et accepter ensemble les règles nécessaires pour coopérer et apprendre. Mais au fond, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi a-t-on tant besoin de cette discipline structurée pour le développement de l'enfant? Le philosophe Spinoza apporte une réponse absolument lumineuse. En gros, il nous explique que l'être humain est par essence un être social et qu'il est beaucoup plus heureux en respectant des lois sociales qu'en vivant tout seul au beau milieu du désert. La discipline constructive, c'est exactement ça. Ça répond à notre besoin viscéral de vivre ensemble sans que nos égos ne se percutent violemment. Concrètement, sur le terrain, les avantages sont clairs comme de l'eau de roche. La discipline permet de socialiser l'enfant et de maintenir un ordre serein. Et surtout, elle permet d'arrêter de perdre un temps fou à jouer les gendarmes. On libère un espace mental incroyable pour tout le monde. C'est la condition sine qua non pour que la véritable réussite scolaire puisse exister. Bien sûr, une dynamique aussi harmonieuse ne tombe jamais du ciel. Elle repose entièrement sur un pilier, l'autorité bienveillante de l'éducateur. Et là, les pédagogues Pastiot font une distinction subtile mais vitale. Il y a un monde entre avoir de l'autorité, simplement parce qu'on a le titre, et faire autorité. Faire autorité, ce n'est pas susciter l'obéissance par la menace, c'est inspirer un respect profond. C'est une autorité que les élèves choisissent d'accepter parce qu'ils la sentent juste et légitime. Alors, comment gagne-t-on cette légitimité? En fait, elle se construit patiemment sur 3 piliers indissociables.
Le physique, d'abord, c'est cette posture calme et rassurante au quotidien. Ensuite, le moral, un sens aigu de la justice et de l'équité pour que chaque élève se sente respecté. Et enfin, l'intellectuel, maîtriser son sujet et avoir ce talent pour le rendre passionnant pour les autres. Allez, on quitte la théorie pour plonger dans la pratique. Comment traduit-on cette belle philosophie en actions concrètes tous les jours? Le secret, c'est que la bataille se gagne très souvent avant même de commencer. Beaucoup de problèmes d'indiscipline naissent simplement de l'ennui ou du découragement. Donc, une préparation ultra minutieuse, des contenus vraiment adaptés au niveau de chacun et une bonne dose de renforcement positif, croyez-moi, ça coupe littéralement l'herbe sous le pied à la frustration. Et une fois en pleine action, la stratégie devient très dynamique. L'ennemi public numéro 1, les temps morts. Ces moments d'hésitation où le chaos s'installe à coup sûr. Et voici une astuce redoutable. Au lieu d'isoler un élève un peu trop turbulent, donnez-lui une vraie responsabilité. L'impliquer dans du travail de groupe, c'est canaliser son énergie vers un but commun plutôt que vers la perturbation. Ce qui nous amène à la révélation ultime, brillamment formulée par l'immense Célestin Freinet. N'organisez pas la discipline, organisez le travail. C'est brillant. Oubliez l'idée d'être un policier de l'attitude. Quand le travail est captivant, bien pensé et qu'il fait sens, la discipline devient totalement naturelle. C'est tout simplement le magnifique produit dérivé de l'engagement. Pour clôturer ce décryptage, voici une réflexion à garder en tête. Dans les milieux éducatifs ou même professionnels que nous côtoyons, maintient-on encore l'ordre par le poids écrasant de la contrainte ou laisse-t-on fleurir l'harmonie grâce à un véritable engagement constructif? C'est une distinction fondamentale qui peut tout changer. Merci d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt